Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette. Je m'appelle Sylvain Couder et je suis maraîcher sur petite surface, méthode bio-intensive dans une micro-ferme. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale où je vais vous parler d'un petit livre, micro-ferme, donc qui est sorti il y a quelques jours, écrit par Jean-Martin Fortier et Aurélie Sécheret. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on est dedans, on est très content d'être dedans. Ce livre, il y a une première partie écrite par Jean-Martin et ensuite c'est des reportages sur 8 fermes qui utilisent la méthode bio-intensive. Et du coup on fait partie donc, de ces 8 fermes. Et pour l'occasion, on est monté à Paris pour la remise du livre et puis pour la présentation du livre. Et on a profité avec deux autres maraîchers, avec Jean-Michel Le Guen de la ferme des Anges et Tom Rials de la ferme du Perche, pour faire une petite vidéo pour aller un peu plus dans le détail du chiffrage, parce qu'on parle beaucoup de chiffrage aussi dans ce livre, mais pour vous expliquer un petit peu, pas la méthode, parce qu'on fait tous la même méthode, mais un petit peu comment on s'est installé et comment on chiffre tout ça, chiffre d'affaires, surface, rendement, etc. Donc voilà, direction maintenant Paris, dans un bureau, pour parler chiffrage. Donc moi Sylvain Couder, maraîcher en bio-intensif depuis 11 ans maintenant, donc sur une micro-ferme dans le sud, donc en Aveyron. Voilà, on est une ferme sur 4000 m² vue du ciel, on vend tout en vente directe sur les marchés et on est deux, enfin moi plus un employé et un saisonnier sur la ferme. Voilà, donc ça fait, c'est ça, 11 ans, depuis 2012 je suis installé sur ce modèle-là. C'est ma deuxième ferme. Voilà, la première était aussi en bio-intensif sur une ferme familiale et la deuxième que j'ai achetée il y a 5 ans du coup pour continuer l'activité sur une nouvelle ferme. Ok, super. Toi Jean-Michel, c'est aussi ta deuxième ferme je crois. Ouais, c'est ma deuxième ferme. Moi j'ai commencé aussi la méthode bio en classique et tout de suite en 2012, quand je crois que c'est la première année où Jean-Martin Fortier est arrivé et a sorti son livre en France. Tout de suite, j'ai été vite interpellé par son livre et j'ai changé dans l'année la méthode. Je suis passé au bio-intensif. On était 2 sur 8000 m² jusqu'en 2016. Et là, moi, maintenant, j'ai repris une petite ferme sur 2500 m², mais il y a à peu près 1700 m² de culture. Et pareil, tout ça en bio-intensif. Du coup, moi, c'est Tom Rial. Donc, j'ai commencé, moi, la ferme en fin 2018, mais on a passé 1 an à se former, à installer la ferme en 2019. Et on n'a fait qu'une toute petite saison fin 2019. Donc, on a vraiment démarré la production maraîchère en 2020. Nous, on a 1 hectare, mais si tu enlèves les passe-pieds, on reviendra là-dessus pour tout le monde, c'est que 6500 m². Donc, nous, on vend au marché, en AMAP, aux épiceries et aux restaurants. Et donc là ça fait 2020, 2021, 2022, on entame donc 2023, notre 4e saison. Voilà. Du coup voilà, aujourd'hui on va regarder un petit peu les ratios, les chiffres d'affaires, les coûts de production, les débouchés, le temps de travail, etc. Donc voilà, je pense que déjà on peut parler de chiffre d'affaires, c'est quand même assez intéressant. Nous on a fait un peu réagir avec notre vidéo, un peu avec un titre racoleur, 250 000 € de chiffre d'affaires sur 1 hectare. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus important. Le plus important c'est quand même le résultat, le bénéfice quoi. Donc nous, je sais qu'en année 1 on a fait 90 000 € de chiffre d'affaires, année 2 150 000 et année 3 250 000. Tu parles bien juste de légumes produits sur la ferme? Alors non, il y a un peu d'achat-revente, surtout des pommes de terre, mais ça reste marginal quoi. Ça doit être 2 à 3% du chiffre d'affaires, pas plus. Okay. Voilà. Donc voilà pour moi mon chiffre d'affaires. Vous voulez parler du vôtre? Ouais, ben nous l'an dernier, donc 2022, on a fait 82 000 € de chiffre d'affaires, que de légumes produits sur la ferme. On ne fait pas d'achat-revente et tout est vendu en direct. Ok, et toi tu vends 80 000 € en marché, TTC.
Ouais, je sais pas si... Ouais, nous aussi c'était TC. Ouais. On vend qu'au marché où on a 2 marchés hebdomadaires. Ok, super. Et toi, Jean-Michel? Moi, je suis sur un chiffre d'affaires de 41 000 euros, dont 20% à peu près, l'année dernière en formation, Ouais. avec la Chambre d'agriculture. Et sinon, c'est que de la production faite à la ferme. Tous les semis, enfin tout est fait sur place, quoi. J'ai pas d'achat ni d'achat-revente. Ok, cool. Du coup, toi, tu m'avais dit que tu étais à mi-temps à peu près sur un temps de travail là? Oui, je suis à peu près à mi-temps. Ouais. Je dépasse rarement. Donc mi-temps, production de légumes, là tu serais à, tu m'avais dit je crois 30 000 euros de chiffre d'affaires. 30 000 euros, ouais. Mais t'es tout seul donc. Mais je suis tout seul. Et à mi-temps. Et elle n'a jamais été, je dirais, à plein sur la ferme, ça n'a jamais été cultivé sur la surface complète, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça que quand je vois que je suis à mi-temps, je pense que le jour où je mets la production à pleine balle, je pense que là je peux atteindre largement les 45 000 voire 50 000 euros, je pense, de chiffre d'affaires. Ok, super. Donc souvent le chiffre d'affaires, nous on le comprend en tant que maraîcher bio-intensif, maraîchage biologique sur petite surface, on le comprend par surface de production. Mais moi je trouve qu'une donnée qui est intéressante et importante aussi, c'est par rapport au nombre de gens qui travaillent. Bien sûr. Parce que voilà, c'est surtout ça qui va nous limiter, nous, parce que c'est ça qui nous coûte cher. Donc nous, tu vois, on a fait 250 000 euros avec 5 personnes sur l'année. Donc on va avoir plutôt 8 personnes en été et 1 personne en hiver. Donc on va vraiment lisser la production avec, grâce aux conventions collectives où on peut annualiser les heures. Donc voilà, nous ce serait 5 personnes pour 250. 5 personnes à temps plein à 35 heures. Voilà, exactement. Okay. Sachant que oui, c'est important de parler de temps de travail aussi. Moi je suis pas du tout aux 35 heures, je pense que je suis plutôt à 50 heures, ce qui n'est pas non plus l'enfer, ce qui n'est pas non plus horrible pour un chef d'entreprise. Mais tous les salariés sont à 35 heures. Alors l'été, on va travailler un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, quoi. On va être à 45 max. Et ensuite, on va récupérer les heures pendant les saisons creuses. Vous êtes à combien de TP, on va dire, UTH, TP en fonction de... Ouais, nous, c'est quand même assez différent, parce qu'on est tous à 32 heures. Okay. Moi, employé, y compris, toute l'année. Sauf qu'il y a des moments où on ne travaille pas, on fait 10 semaines de vacances, de pause, où il n'y a personne qui travaille sur la ferme, sauf en été où c'est soit l'employé, soit moi qui prenons les vacances. Mais on n'annualise pas en fait. Même, c'est hyper intéressant. Ouais, il n'y a pas de pic. Même il n'y a pas de pic en fait, de production. Est-ce que tu penses que ça c'est parce que toi tu es beaucoup plus dans le sud que moi par exemple? On n'a pas dit ça, tu vois. Nous on est en Normandie, toi t'es où, Jean-Michel? En Bretagne, et toi t'es en Aveyron. Ouais, mais bon, l'Aveyron c'est le sud, mais vite fait, on n'est pas. Ah ouais. c'est le nord du sud quoi, ça dépend où tu te situes quand même, parce que l'Aveyron on est à 450 mètres d'altitude. Oui, c'est vrai. C'est pas un climat. Ah ouais, c'est intéressant. Comment t'expliquerais que c'est lissé comme ça chez toi? Bon, nous on a fait ce choix de faire 32 heures et pas plus. Après, c'est compensé par l'emploi de plus de gens, justement d'avril à fin septembre, où c'est le pic. Où là il y a un saisonnier en plus qui vient faire des heures. Ah ouais, donc c'est quand même un petit peu saisonnier. Nous deux, ceux qui sont à temps plein, enfin à 32 heures, on est là. Mais il y a quand même un saisonnier en plus à ce moment-là. Ok, et du coup si tu le lisses sur l'année, ça te fait 2,5 personnes, un truc comme ça? Ouais, c'est ça à peu près. Ok, hyper intéressant. Ouais. Et donc toi Jean-Michel, pour le coup, t'es... Moi je suis tout seul. Ouais. Tout seul. Par contre, quand je dis je suis à mi-temps, j'arrondis ça à peu près sur l'année, parce que bien sûr que l'été, je travaille quand même, je suis pas à mi-temps, quoi. J'ai des semaines complètes de maraîchage. Moi, je travaille plutôt sur, on va dire, on est à avril, 9 mois, vraiment 9 mois. Je prends un mois de vacances en janvier, et après janvier-février, c'est juste la mars, même jusqu'à avril. La remise des cultures, mais c'est après où je vais augmenter mon temps de travail, quoi. Et là, mais par contre, c'est sur 5 jours, je travaille pas le week-end, moi. Ça a été un choix par rapport à ma commercialisation aussi, c'est un choix aussi, une deuxième passion, et donc ça m'a permis de travailler en semaine. Super intéressant. Bah justement, ça me permet de vous relancer là-dessus, la commercialisation. Vous vendez comment vous faites ce chiffre d'affaires? Moi, exclusivement avec des restaurateurs. Ok. En local et aussi en expédition, parce que j'ai beaucoup de demandes. Ok, hyper intéressant.
Ouais, souvent on nous dit aussi vous faites ce chiffre d'affaires parce que vous vendez au restaurant, etc. Alors moi je suis pas forcément d'accord parce que déjà nous on vend moins cher au restaurant qu'au marché, donc il faut comprendre ça aussi. Et toi Sylvain, apparemment j'ai l'impression que tu vends pas du tout au restaurant. Moi j'ai fait 10 ans un marché qui était 70% de mon chiffre d'affaires plus des paniers. Et l'an dernier on a arrêté les paniers parce qu'on en a eu marre en fait tout simplement. Et on a attaqué un deuxième marché. Donc, qui est bien, qui est super prometteur. Et du coup, oui, non, tout c'est 100% sur l'an dernier, c'était 100%. Ok, super. Non, il y a zéro resto. C'est des modèles qui marchent avec les deux. Hein. Chez moi, là, c'est exclusivement chef, mais mon ancienne ferme, c'était exclusivement que du particulier. Donc, c'est pas ça qui fait le chiffre, quoi. Enfin, la différence de chiffre. Après, c'est quand même un modèle où il faut arriver à valoriser sa production, mais dans le bio en général, il faut arriver à faire ça, sauf le bio low cost. Ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle qui est fait pour la vente directe, que ce soit sur Chef ou on est tout à fait d'accord avec ça. C'est pas du demi-gros, ça c'est sûr. Alors, enfin, pour moi en tout cas. J'ai commencé l'année dernière à faire travailler avec un distributeur. Et par contre, comme c'était un produit pour des chefs, quand même, sans doute sur du mini légumes, j'arrivais à vendre le même prix que je vendais à mes chefs, en passant par un distributeur. Ok, donc pour résumer, moi je fais 250 000 euros de chiffre d'affaires sur 1 hectare cultivé, mais c'est sans passe-pied, on retombe à 6500 m². Donc pour que les gens comprennent, voilà, sur le livre de Jean-Martin, je ne sais pas si vous voyez, mais là on a des planches de culture, et donc les planches elles font 75 cm et les passe-pieds 45 cm. Donc on est à peu près à un tiers de la surface en passe-pied quand même. Donc il y a des gens qui calculent les planches seulement, et il y a des gens qui calculent toute la surface. C'est pour ça que parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et donc nous c'est 1 hectare avec passe-pied, 6500 m² sans passe-pied, 250 000 euros de chiffre d'affaires et 5 personnes qui travaillent. Voilà. Après vous ferez les calculs parce que sinon on va se casser le crâne. Et du coup nous 80 000 euros de chiffre d'affaires. 4000 m² vue du ciel et 2500 à peu près cultivés. Ok. Et on est 2,5. Ok. Et toi Jean-Michel? Donc moi, partie que légumes, 31 000 euros de chiffre d'affaires sur une surface de 2500 m², et après cultivé 1700 m². Ok. Super. On peut parler de la surface couverte aussi, on n'en a pas parlé. Nous on a 1000 m² de serre et 1000 m² de tunnel, ce qui n'est pas suffisant. En fait dans ce modèle, le truc c'est qu'une surface sous serre c'est 2 fois ou 3 fois plus rentable qu'une surface dehors. Et encore plus dans ce modèle là, vu que tu resserres tout, forcément... Justement, ça moi je m'en suis aperçu, parce qu'avant j'avais une plus grande ferme quand même sur 8000. Et là, le fait d'avoir diminué ma surface, j'ai rajouté de la surface de tunnel. Je suis à 600 m² maintenant avec ma serre de multi. Mais c'est vrai que c'est quand même, plus on a petit en pourcentage, plus il faut de serre. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mais je pense que tous les maraîchers seraient assez d'accord avec nous. Plus de cette surface couverte, mieux t'es quoi. Ouais. Et du coup, nous on a 1200 m² en production sous serre. Donc ça fait une grosse partie finalement de la surface totale. Et là tu parles avec passe-pied ou sans passe-pied? Je parle avec passe-pied, Et toi aussi d'ailleurs, tu parles avec passe-pied? Et on a une serre de plein de 100 m². Nous on est donc 3 maraîchers en maraîchage bio intensif, maraîchage biologique sur petite surface. Ça dépend comment tu veux le dire, d'ailleurs on pourrait parler de ça, pourquoi on utilise le mot intensif. Et du coup il y a peut-être des gens qui viennent ici, ils savent pas du tout ce que c'est le maraîchage bio-intensif, ils savent pas qui est Jean-Martin Fortier, peut-être qu'on peut leur donner une définition de ce type de maraîchage. Tu veux commencer Jean-Michel? Moi je trouve déjà la première chose, moi quand j'ai vu le maraîchage bio-intensif, pour moi c'est biologiquement intensif. Et puis après bien sûr il y a l'intensification des légumes. Mais pour moi, c'était surtout biologiquement intensif. On nourrit d'abord énormément les sols. Ok. Pour moi, bio-intensif, c'est déjà la taille. C'est des toutes petites fermes, généralement moins d'une hectare, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Qui vont être cultivées intensément, mais intenses dans le sens où il y a de nombreuses rotations, de nombreux légumes. Par exemple, nous, sur notre ferme, on fait 45 légumes, 150 variétés par an. Et aussi, on apporte beaucoup de matière organique, et c'est dans ce sens pour moi que c'est intensif.
Ok. Moi je dirais que voilà, le maraîchage bio-intensif, l'idée c'est l'optimisation du travail et du design, c'est-à-dire qu'on va designer la ferme par rapport à l'humain et pas forcément par rapport à un tracteur. Et donc on va pouvoir resserrer les cultures vachement et ça va nous apporter pas mal de bénéfices. Par exemple, on a besoin de moins d'eau pour arroser les cultures. Pour désherber, c'est plus simple parce qu'on atteint une canopée plus rapidement. Pour mettre un filet, c'est hyper facile quoi. Pour mettre un filet anti-insecte sur une planche de 20 mètres de long, c'est beaucoup plus simple que sur une planche de 100 mètres. Et puis c'est l'organisation du travail aussi, je dirais que c'est vraiment carré et tout ça. Mais pour que les gens comprennent, peut-être qu'on pourrait leur montrer, vu qu'on a le bouquin de Jean Martin, des plans de nos fermes respectives, ça peut être pas mal. Donc voilà, l'idée en maraîchage bio-intensif, c'est qu'on va travailler avec des jardins. Donc ce sont des blocs de culture. Vous voyez ici. Et donc ces jardins, ils vont être divisés en planches permanentes de 75 cm de large, alors qu'en maraîchage traditionnel, c'est plutôt 1,20 m, on est d'accord. Et donc c'est ça qui va définir un peu la façon dont on va travailler. Donc pareil, nous on a, voilà, c'est ça, tout est découpé en blocs. On a 7 jardins de 12 planches qui tournent en rotation et aussi 6 serres, 3 serres découpées en 2 qui tournent aussi en rotation sur 6 ans. Et c'est vrai que ça c'est un peu spécifique peut-être à cette méthode, cette façon de découper l'espace, quoi. Ouais, ça aide énormément, quoi. Voilà, donc nous on est juste une version un peu plus grande de celle de Sylvain et Jean-Michel. Mais en vrai, c'est plus kiffant d'avoir une petite ferme, moi je trouve. C'est un peu ça dans ce modèle-là hein, quand même. Hein. L'idée c'est... quand t'as petit, en fait, tu te disperses beaucoup moins, c'est rangé, c'est carré, tu sais où sont tes trucs et tu peux être vraiment productif sur une toute petite surface. Quoi. Puis nous on ne cherche pas du tout à s'agrandir. Nous ce qui nous fait kiffer, c'est de s'améliorer chaque année et pas du tout de s'agrandir. On est d'accord avec ça. Du coup, Sylvain, tu voulais parler un peu plus de l'histoire du bio-intensif, du maraîchage biologique sur petite surface ? Ouais, moi j'ai découvert le maraîchage bio-intensif il y a au moins 15 ans maintenant, puisque c'était avant 2010 avec Elliot Coleman qui parlait déjà du bio-intensif. En fait, c'est un système qui avait été développé surtout dans les villes, dans les grandes villes européennes comme à Paris ou à Londres. Et c'était vraiment des tout petites fermes où ils cultivaient énormément de légumes qu'ils allaient aux halles pour vendre, tout simplement. Donc c'est pas une méthode qui est juste d'aujourd'hui. Ce qui est super, c'est Jean Martin qui nous l'a amené en français déjà avec ses bouquins et qui a mis des chiffres derrière. Donc ça a vraiment développé ce système-là. Mais voilà, c'est vraiment une vieille méthode en fait, le maraîchage bio-intensif. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un Américain qui a pris ça en France et ça a été ramené en France par un Québécois. C'est assez fou. Ouais. Moi, je me souviens être allé avec Jean Martin dans les archives des maraîchers parisiens de l'époque et c'est incroyable comment tu vois les outils, c'est les mêmes outils quoi. C'est des trucs qui ont 150 ans, des semoirs, des rats. Il y a même le râteau là, tu sais, pour marquer les lignes, il y avait même ça. Donc c'est assez fou. Ok, donc là on a parlé du chiffre d'affaires, de nos débouchés. Est-ce qu'on peut parler un peu de nos coûts maintenant ? C'est quoi qu'on va devoir payer ? C'est quoi les investissements qu'on va devoir faire ? Nous, je sais que dans notre ferme, on a fait donc 350 000 € d'investissement. Donc nous, on est vraiment le modèle de luxe, on va dire, pour faire vraiment une grosse ferme, parce que c'est une petite ferme, mais en fait c'est une grosse ferme dans une petite ferme. Vous, je sais que vous avez des modèles plus low cost, on va dire, où c'est peut-être plus accessible aujourd'hui, vu que les banques ont tendance à pas trop suivre les projets comme ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je pense, moi je suis à peu près, j'ai dû investir à peu près 40 000 € et dedans j'ai fait de l'autoconstruction un bâtiment, donc on va dire 30 000 € sur le maraîchage. Et de toute façon, peut-être 2500 m² ou un petit peu plus, on reste sur les mêmes prix. Moi je pense qu'il faut à peu près minimum quand même, pour être à l'aise, 50 000 € d'investissement pour bien commencer. Ok, moi je dirais 100 000. C'est déjà sur une plus grosse surface, je pense. Tu vois. Parce que ça va quand même vite. C'est vrai que ça chambre froide, 20 000 balles, serre 40 000 balles, ça va quand même très très vite. Ça va vite. Juste les gars, juste pour qu'on se mette d'accord sur les oignons et les patates, on parle d'investissement agricole, donc on parle pas d'achat de terrain, on parle pas d'achat de maison, on parle pas de travaux dans des maisons ou quoi que ce soit, on parle vraiment que de l'investissement pour l'outil de production. Ouais. Donc, par exemple, nous on a pété un mur dans une salle de lavage, ça rentre.
Par contre, on a pété un mur dans une maison qui est perso, ça rentre pas. Donc voilà, juste pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'on raconte, quoi. Moi, du coup, c'est autour de 100 000. Ouais. Je dis autour parce que c'est un peu biaisé, parce que dès que j'ai changé de ferme, il a fallu que je réinvestisse des choses que j'avais déjà fait sur la première ferme. Voilà, la réinstallation, ça a dû me coûter dans les 40 000. Mais c'est ça, c'est je dirais entre 60 et 100 000 euros pour s'installer pour un modèle de ferme. Voilà, au minimum. Parce qu'on peut faire un maximum, tu vois. Un maximum, tu veux toujours faire mieux, tu vois, mais... après, il faut rester rentable. Moi je vois pas trop en dessous de 70 000 euros, ça paraît compliqué d'après moi. Si on veut vraiment un outillage avec soit les serres, comme tu dis, la chambre froide, les motoculteurs. Moi j'ai pas de chambre froide. Motoculteurs, chambre froide, les mais serres, tu vois, c'est intéressant, les camions. tu peux aussi faire sans chambre froide. Ouais. Mais en fait, tout dépend de ce que la commercialisation aussi que tu as derrière. Exactement. Moi, c'est récolté, c'est voilà. tout de suite expédié. Après, 100 000 euros pour une ferme, c'est rien. Il faut aussi se rendre à l'évidence. Pour une installation agricole, 100 000 euros. Tu dis les banques elles prêtent pas trop, mais 5 000 euros c'est pas beaucoup. Non. C'est ça quand tu regardes les céréaliers qui ont 18 ans, qui sortent du BPREA, qui se font prêter quelques millions d'euros pour acheter 150 hectares et 100 vaches laitières, c'est rien. Mais c'est vrai que les gens qui vont regarder nos vidéos, souvent ils vont penser que c'est pas forcément que c'est beaucoup d'argent. Mais voilà, aujourd'hui on est là pour leur dire que nous on vend pas du rêve. C'est une entreprise. Voilà, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi, c'est pas fait pour tout le monde. Mais ce modèle il fonctionne, il marche, mais attention, on ne peut pas se lancer en dessous de 70 ou 100 000 euros. On dit ça, c'est à peu près ça. Je suis assez d'accord. Moi l'argent je l'avais pas. On peut aussi parler de l'origine. Moi je me suis installé, j'avais pas de fonds propres. Et je me suis installé avec une aide à la DGA, c'était 30 000 euros à l'époque que j'avais eu, plus des prêts à la banque, plusieurs prêts, étalés sur plusieurs années quand je me suis installé, mais c'est comme ça que j'ai financé. Ok. Toi, tu as financé comment, Jean-Michel ? J'ai commencé avec un prêt de 30 000 euros par rapport à ma situation, j'ai remboursé le prêt assez vite au bout de 2-3 ans. Je l'ai entièrement remboursé. C'était quoi les taux quand vous avez emprunté ? Je me souviens pas. C'était très peu à l'époque. Un 15, quelque chose, c'était très bas. Ouais, c'est ça. Moi j'ai tout fait en fonds propres, donc voilà, c'est sûr que c'est mieux, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, il y a très peu de gens qui ont cette opportunité-là. Mais voilà, après, je sais que moi je reçois des mails en ce moment de personnes qui veulent s'installer. Et les chambres d'agriculture ne veulent pas leur donner la DGA, les banques ne veulent pas leur prêter d'argent. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo et que Jean-Martin il a sorti ce bouquin, pour montrer aux gens que le système fonctionne. Mais voilà, il faut quand même mettre en garde les gens. Le système fonctionne, mais il faut se former, on est d'accord, il faut se former c'est important. Au moins 2 saisons, voire 3 saisons. Il faut savoir acheter, c'est-à-dire quand vous faites des investissements, il faut faire plusieurs devis, etc. C'est quand même un style de vie. Alors moi j'adore ce style de vie et je pense que vous êtes pareil que moi. Moi tout le mois de janvier je m'en vais en vacances, je travaille quand même raisonnablement. Ok, on ne gagne pas énormément d'argent, mais on a beaucoup de richesse par rapport à notre mode de vie. Les rencontres qu'on peut faire, on travaille dehors, c'est trop bien. Pendant le Covid, on était tous dehors, il faisait super beau, c'était trop cool. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas facile, mais c'est possible. En gros, c'est ça. Et il faut pas penser qu'en dessous de 100 000 euros, on va pouvoir installer une ferme. Par contre, pour que ce soit possible, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment appliquer la méthode. Ouais, ça on en parlait aussi. Et ça, c'est super important. Et donc nos ressources aujourd'hui pour apprendre cette méthode, c'est on peut faire donc la masterclass de Jean-Martin, qui est maintenant finançable par Vivea et peut-être par le CPF, il me semble. On peut aller se former, nous on va commencer à lancer des formations, et vous deux vous faites aussi des formations, donc voilà, faut pas que les gens hésitent à aller voir de leurs propres yeux ce que ça donne. Et surtout que c'est finançable Vivea, les formations. Bah ouais. Ça coûte aujourd'hui rien aux ceux qui sont agriculteurs en fait. On cotise quoi, donc autant utiliser nos cotisations pour quelque chose. Moi je me forme tous les ans encore. Ouais, maraîcher de toute façon t'apprends toute ta vie. C'est vraiment, je crois qu'il faut tout instaurer quoi. C'est ça qui est trop bien aussi dans ce métier. Et encore, on a été un peu autodidacte sur la méthode, mais on a fait tous les deux d'ailleurs l'année dernière la masterclass, et elle nous a encore apporté.
Donc, bien sûr. super intéressant. Et il faut pas, en fait, je pense que c'est un métier qui est tellement, en fait, c'est tellement difficile de dégager un bénéfice qu'il faut parfois mettre ses idéologies dans la poche, suivre une feuille de route, et ensuite, une fois qu'on commence à être rentable, bah là, tu ressors certaines idées. Ouais. Mais il faut pas se lancer, se disperser. Moi, je me souviens qu'on a planté un verger de 150 arbres la première année. Bon, bah, la troisième année, on a rasé le verger parce qu'en fait, on n'avait pas le temps de s'en occuper, on a fait n'importe quoi. Et donc, attention, il ne faut pas se disperser. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah, complètement. Ouais, carrément. Moi, Les ils sont pas convictions. encore coupés les arbres, mais ça va pas tarder. Non, mais déjà, c'est vachement de boulot le maraîchage. C'est vrai qu'on entend souvent des gens qui veulent faire un atelier de poules, des fruitiers, des petits fruits. Bah, vu d'en haut, vu du ciel, c'est joli hein, pour les photos Instagram, mais dans le quotidien, déjà la partie maraîchage, c'est pas mal. On est d'accord. Ok, donc on a parlé des investissements, on a parlé du chiffre d'affaires, on a parlé de la commercialisation. Maintenant, on peut parler des coûts. Alors, c'est très très difficile de parler des coûts. Parce qu'en agriculture, en gros, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais quand on fait une estimation des coûts, on peut souvent multiplier par 2 et on arrive un peu à ce qui va se passer. Alors, en tout cas, nous, c'est ce qui se passe souvent. Souvent, on délire, on dépense trop, quoi. Parce que bah voilà, on n'avait pas anticipé qu'il fallait acheter plus d'agrafes, qu'il fallait changer les asperceurs, etc. etc. Donc nous, en coût, on est à peu près à 70 000 euros. Donc les coûts, ça va être le compost, les engrais, les bâches tissées, même si les bâches tissées, on pourrait considérer que c'est de l'investissement. Ouais. Voilà, toutes ces choses-là. Tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une ferme. Donc nous, vu qu'on fait plus de chiffre d'affaires et on a plus de surface que vous, bah forcément on va avoir plus de coûts. 15 000 euros tu dis ? Nous on a 70 000 euros. 70 000 euros, oui. C'est assez énorme. Oui. Sans la main d'œuvre. Sans la main d'œuvre. Ok. Voilà. La main d'œuvre, chez nous, c'est 130 000 euros. Ouais. Sauf que moi, il y a mon salaire dedans. Parfois, ce qui est compliqué, c'est de se rendre compte que c'est vraiment deux modèles qui sont quand même un peu différents, parce que nous, on a beaucoup de masse salariale, beaucoup de main d'œuvre, alors que vous êtes vos propres entrepreneurs, vos propres patrons. Donc vous, votre salaire, vous allez peut-être l'enlever de vos coûts, et vous verrez ce qui vous reste à la fin. Donc si moi je faisais ça, ce serait plus 110 000 euros de masse salariale, 70 000 euros de coûts, 35 000 euros d'amortissement, parce qu'en gros j'ai 350 000 euros que je vais amortir sur 10 ans. Après tout ça, ça reste, on peut un peu jouer avec tout ça, hein, ça peut être amorti sur plus longtemps. Donc ça fait donc 210 000 euros, plus mon salaire 230 000 euros. Après il y a un peu de coûts en plus chez nous qui sont pas liés forcément aux coûts fixes, mais plutôt des coûts variables, ça va être 10 000. Donc en gros on va atterrir à 240 000 euros après amortissement et après mon salaire. Donc ça veut dire que cette année on a gagné 10 000. Ce qui est pas mal, mais dans notre cas... Et tout le monde est payé. Et tout le monde est payé. Oui, voilà. Mais dans notre cas, il faudrait qu'on fasse plus. Vu qu'on a investi plus, il faudrait qu'on arrive à 50 000 euros de bénéfices. Donc il faudrait qu'on atteigne 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, ce chiffre de 250 000 euros, quand on le décortique, on comprend que c'est pas aussi simple que ça. On a fait que 10 000 euros de bénéfices, mais bon, on a quand même payé 5 personnes. Et on a travaillé 35 heures. Voilà, c'est ça la réalité. Ouais, c'est ça. Et vous, c'est quoi les gars ? Moi, si je fais en marche arrière, parce que c'est plus simple pour moi, Ouais, bien sûr. on sait qu'on a fait 20 000 euros de bénéfices cette année. Ouais. Et du coup, je descends, ça fait 60 000. Moi, il y a mon prélèvement qui est de 20 000 par an. Donc ton salaire ? Oui. Ok. Pour un peu moins de 32 heures, avec 10 semaines de vacances pour mettre un peu. Donc ça, c'est dans tes 60 000 ? Ouais, je les enlève du coup. Tu les enlèves déjà ? Et il y a le salariat. Ouais. Qui va être dans l'ordre de 25 000. Ok. Donc 25 plus 20, on est à 45. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a d'autres trucs. Bah t'étais à 60 000, ça veut dire qu'il te reste 15 000. Et 15 000, ouais, c'est ça c'est plutôt les coûts fixes. Donc tes coûts fixes, c'est 15 000. Donc ça va être le terreau, les plants, un peu d'essence pour aller au marché, Ouais. un peu de chauffage, un peu de chauffage, un peu d'électricité pour les nappes chauffantes. Ça va être ça. Je pense que ce qui est aussi intéressant de ça dire, peut fluctuer d'une année à l'autre, ouais. hein, mais 15-20 000, c'est mes coûts. Mais tu vois, je pense qu'en fait, il y a aussi la temporalité qui est importante, c'est-à-dire que pendant les premières années de ta ferme, tu vas vraiment développer tes ventes, développer ton chiffre d'affaires. Et toi, tu as quand même beaucoup plus d'expérience que moi. Là, ça fait 10 ans que tu es installé, toi aussi Jean-Michel. Moi, j'ai pas eu le temps
de vraiment décortiquer mes coûts et de dire attention, là, faut que je me calme là-dessus, Puis tu as peut-être des coûts qui sont encore des investissements. Ouais, il faut que je retraite. Parce que moi, ça a été ça pendant longtemps finalement. Ok. Bah, c'est hyper intéressant, il faut que je fasse ce travail-là, mais j'avoue que pour l'instant, on est en année 4 et du coup, on continue à développer notre chiffre d'affaires. Et c'est un problème de temporalité. Je pense que c'est comme les engrais verts, tu vois. J'en fais pas assez des engrais verts, mais bon, je verrai ça plus tard, quoi. Mais ok, bah, t'as des résultats qui sont quand même assez impressionnants, quoi. Pour une ferme dans ce modèle-là, c'est vraiment super, quoi. T'arrives à faire 20 000 € de bénéfices et tu t'es payé. Oui. C'est beau. Mais je pense que c'est à peu près ça le modèle. Bien sûr. Il me semble que... Et tu vends tes tomates à 3,50 et t'es dans l'Aveyron. Donc voilà. Ça va. Tout est dit. Ok, et toi Jean-Michel? Bah moi sur 31 000, j'ai, si j'inclus le compost, les engrais, tout ça, j'ai à peu près les semences, parce que je fais tous mes semis. Je dois avoir à peu près 7 à 8 000 € de charge. Ok. En gros, plus après il y a des autres charges, mais ça, ces choses-là. Mais à la fin, je crois que cette année, il doit me rester entre 17 et 18 000 € de. Sachant que toi, tu avais déjà payé pour tous tes amortissements. Mais j'avais déjà payé tous mes amortissements. Donc imaginons que tu as fait 40 000 €. Si tu pars sur la même base que moi, tu amortis à 4 000 € par an, il te reste quand même. Ah oui, non, ça. Il te reste quand même quoi à la Mon fin, envie, moi je calcule pas mon salaire en fin de compte. Je crois que parce que je suis capable de réinvestir même plus avec ce qui me reste à la fin de l'année. Mais oui, j'arrive à en vivre, quoi. Ouais. Ok, bah, c'est génial. Bon voilà, on parle que de fric, mais on peut parler d'autres choses aussi. On vit avec les oiseaux. Ouais. C'est quoi qui vous plaît dans ce métier? C'est quoi? Ah oui, ça pourrait être cool de parler de ça. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Et qu'est-ce qui a été, si je pense qu'on peut parler de ça pour les gens qui nous regardent, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Moi, ce qui me plaît déjà, c'est d'avoir créé cette entreprise. Vraiment, ce côté développement d'entreprise, d'avoir ma propre ferme. Ça, franchement, c'est un côté que je ne connaissais pas finalement. Parce que moi, je me suis lancé maraîcher pour produire de la nourriture biologique, produire des légumes, bien me nourrir. Mais il y a ce côté-là aussi de création d'entreprise, je trouve, qui est super cool. Vraiment, ça m'a vraiment plu. Les difficultés, au départ, moi, c'était le lieu qui était à la fois facile et difficile. Parce que c'est un lieu qu'on m'a prêté, un lieu familial. Donc ça, c'est quand même super cool quand on s'installe. J'ai pas eu de lieu à acheter. Alors, on me prêtait en fait. Pendant 5 ans, on m'a prêté un lieu. Donc ça, c'était le côté facile. Mais le lieu, l'installation, il me paraît tellement important. L'accès à l'eau, le type de sol. Ouais, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est deux parmi les choses difficiles quand on s'installe maraîcher. De s'installer dans un lieu difficile, tout peut découler derrière, ça peut être compliqué. Et la météo? Moi je trouve ce qui est difficile, c'est plus la météo. Moi, la plus grosse difficulté, je trouve que c'est la météo maintenant. Ouais, tu dirais que c'est plus difficile qu'avant, ça change plus? Surtout ces 2 dernières années, je trouve qu'elles sont assez compliquées. Cette année c'est pareil, je trouve que ça commence pas terriblement bien. Moi je trouve que il va falloir se réadapter, alors je sais pas comment, mais je pense qu'il va falloir se poser des questions sur les plants, sur les variétés peut-être, je sais pas, à voir. Ça, et vous direz que c'est quoi le meilleur type de sol pour commencer en maraîchage? Il y a tout type de sol. Je sais qu'un sol sableux, j'ai l'impression que tu dépenses plus quand même, parce que tu as tout le temps des engrais à acheter. Ouais. Moi j'étais sur sable avant, en Gironde, quand j'ai commencé. Ouais, beaucoup de frais de compost, de même fumier, enfin on a beaucoup amené. Par contre, d'engrais verts, j'utilisais beaucoup plus facilement les engrais verts. Ah ouais, justement. Je trouvais que ça apportait beaucoup de matière organique quand même au fil des années. Mais pourquoi plus facilement que sur un sol plus argileux? Déjà j'avais plus de surface. Et maintenant le plus dur, plus on est petit aussi, c'est d'intégrer l'engrais vert. Et il faut vraiment le mettre dans sa rotation. Et ça, c'est pas évident. Donc avant, je m'obligeais à la faire à une certaine période. Maintenant, je mets l'engrais vert à un moment. Moi, j'hésite à me refaire un jardin juste pour intégrer l'engrais vert. Mais c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi un truc de temporalité, quoi. C'est au bout d'un moment, tu arrives à l'intégrer parce que t'es stable dans tes vents. Et puis après, justement, c'est ça qui est difficile au départ, c'est de savoir ce que tu dois faire, une planification
c'est pas évident. Et une fois que tu as ta commercialisation, c'est déjà beaucoup plus facile Ah parce ouais. que tu sais ce que tu dois prévoir Carrément. d'une année sur l'autre. Et toi, Sylvain, tu dirais quoi sur le type de sol? C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'il y a des sols plus difficiles que d'autres. Après, il n'y a pas de sol parfait. Enfin, moi, je suis pas dans une région maraîchère du tout. Moi non plus. L'Aveyron, c'est pas connu pour le maraîchage. Ouais. Mais dans l'Aveyron, par exemple, il y a des sols différents. Il y a des sols argilo-calcaires qui sont très difficiles. C'est là où j'étais avant. Où vraiment il faut beaucoup d'eau et puis c'est très froid au printemps. Et ça, quand même, quand c'est des sols très argileux. Bah moi je suis là-dessus. Hein. Et c'est vrai que c'est des sols très froids au printemps qui ont du mal à démarrer. Ça, c'était quand même plus compliqué. Aujourd'hui, je suis sur des limons sableux. Et c'est des sols pas forcément top, hein, parce que c'est des limons de mauvaise qualité, un peu hydromorphes dans le sous-sol. Mais c'est quand même plus simple. Dans mon cas, on est passé sur un truc vraiment beaucoup plus simple. Au démarrage, après, dans tous les cas, il faut mettre du compost et évidemment entretenir comme il faut, quoi. Ça change rien en fait d'un sol à l'autre. Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment. Mais le de démarrage, sol, c'est vrai que voilà, ça va quand même aider. Et je dirais l'accès à l'eau aussi. Ouais, nous on n'a pas de problème. Cette année, enfin, c'est pas que en 2022. Enfin, l'accès à l'eau, c'est quand même primordial. Là, tu vois, nous on a fait un étang d'irrigation qui nous a coûté très cher dans nos investissements de 350 000, il est là-dedans. Mais c'est un truc, c'est trop bien quoi. Tu vois, là on a eu un hiver hyper sec, l'étang n'a pas débordé, mais voilà, ça nous permet d'avoir une sécurité au niveau de l'eau qui est hyper importante. Alors chez nous on a moins de problèmes que chez toi, mais on aura les mêmes problèmes après. Hein. Mais ouais, l'accès à l'eau et le type de sol, ok. De toute façon, pas d'eau, pas de maraîchage. À un moment, je pense qu'il faut oublier tout ça. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Même si t'as les meilleures techniques. Ouais. Tu peux, Ah ouais, une plante sans eau, il n'y a pas d'activité déjà, biologique, il n'y a rien. On en utilise moins, je pense, mais sans eau, tu sors pas du légume. On est bien d'accord avec ça. Ok Jean-Michel, à toi du coup c'est quoi pour toi les freins que tu as eu dans ta vie de maraîcher et c'est quoi ce que t'aimes et ce que t'aimes un peu moins dans ton travail? Les freins, le premier quand j'ai commencé c'était les banques. C'était quand même les banques. Ça c'est assez compliqué, surtout il y a une dizaine d'années en maraîchage, surtout avec des nouvelles méthodes, c'était quand même pas... et même quand j'ai recommencé, hein, j'ai eu du mal. C'est d'abord été les banques. Ok. Ça a été vraiment ça. Et puis après, difficulté, non, la météo, comme je disais tout à l'heure. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, qui devient de plus en plus compliqué. Bon, la météo, on peut pas faire grand chose, mais on les peut banques, tu crois qu'on peut faire quelque chose? Vous croyez Ouais, je pense que plus on sera, on aura des chiffres, je pense que les banques, à un moment... Ouais, donc ceux qui veulent s'installer, il faut acheter ça à votre banquier. Voilà. Après, tu vois, moi en formation, je conseille toujours de ne pas parler de la méthode. Ah oui, c'est genre tu fais moi, pas... je suis encore à ce point-là où dire, enfin moi quand je me suis installé, ou les plusieurs fois que je suis allé voir les banques, moi je suis maraîcher. Je suis pas maraîcher bio-intensif sur petite surface, quoi. C'est un truc pour l'instant, c'est quand même assez bloqué et ça manque d'infos et c'est pas encore remonté dans les strates, je crois, des chambres et des banques, mais après... ça c'est un super conseil à donner aux gens qui s'installent, c'est pragmatique quoi. Parce ne que parlez pas de ça quand vous allez voir les banques. Des chiffres, mais il ne veut pas forcément une méthode, quoi. Lui, ça manque un peu du technique d'agriculture. Il veut que ça ferme et tourne, quoi. Ok, bah hyper intéressant. Mais bon, ça c'est... c'est un super conseil, je pense, à donner aux gens qui veulent s'installer, c'est essayer d'être pragmatique quoi, et parlez pas forcément de ça. C'est pas votre client, votre banquier au final. Ok Jean-Michel, tu vois d'autres choses? Non, enfin en difficulté, non, ça... Non, moi plus j'ai diminué en surface, moi j'ai eu l'outil mécanisé et plus j'ai trouvé ça facile. Parce que moi je suis passé du tracteur pendant un an, motoculteur déjà je trouvais que c'était plus mieux. Et puis maintenant sur ma surface j'ai plus besoin, donc non, j'ai pas de difficulté. Ok. Moi je dirais que la plus grande difficulté mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce métier, c'est la diversité des compétences qu'il faut avoir. Parce que quand t'es chef, tu dois être chef d'entreprise, tu dois être vendeur, tu dois être acheteur, enfin genre faire des achats par exemple, ça paraît bête mais c'est une compétence, tu vois. Ouais, au début, être agriculteur aussi, entre autres, ouais, genre irriguer, récolter, enfin c'est un truc de fou. Et donc je pense que avoir de l'expérience ou du capital, de l'argent ou un matelas de sécurité, et aussi se dire de pas se presser en fait, parce que moi je me suis beaucoup pressé au début, tu sais, t'as beaucoup d'énergie, tu veux tout faire d'un coup, et en fait ça génère beaucoup de stress, et je pense que dans ce métier il faut essayer de se protéger un petit peu, parce qu'une ferme ça doit durer 15 ans, ça doit durer 20 ans,
Et voilà, parce qu'en fait, il y a des moments, par exemple au mois de juillet ou au mois d'août, t'as raté ton désherbage, je sais pas ce qui s'est passé, il y en a partout et t'es là et t'as des factures, t'as des trucs et tu peux te laisser complètement déborder par la situation. Et donc essayer de prendre du recul sur ça, c'est vachement important, je pense. Ok, du coup, les gars, en investissement, donc on parle de quoi? Du coup, moi j'ai parlé de 350 000 euros. Donc nous, ça a été énormément de terrassement. Donc voilà, c'est aussi un conseil pour les gens qui s'installent. Quand vous avez des terrains vallonnés, c'est très beau, mais ça coûte très cher. Donc on a fait plein de chemins, de choses comme ça. On a aussi fait un étang d'irrigation. On a surélevé le terrain pour pouvoir poser la serre dessus. Donc tout ça, ça a coûté extrêmement cher. Genre, on a dû dépenser au moins 150 000 euros là-dedans. Voilà. Après, on a fait beaucoup d'erreurs dans nos investissements parce qu'on n'y connaissait rien, parce qu'on était trop pressé, toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Mais voilà, après, sinon, dans les investissements, il y a donc une serre tri-chapelle, une pépinière, un appentis, donc un bâtiment, le motoculteur avec les 3 outils. Donc là, motoculteur, on a 20 000 plus 3 000 euros chaque outil à peu près. Et il ne faut pas se planter quand on achète les outils du motoculteur, il faut prendre les bonnes versions. Ensuite, on a quoi? On a tous les tunnels, toutes les bâches tissées. Il ne faut pas sous-estimer ce coup-là. Il y a énormément de bâches dans le modèle bio-intensif. Donc les bâches d'ensilage, les bâches tissées, les filets. Les arceaux pour tenir les filets. Tu vois, là, j'avais encore racheté 1500 arceaux, 1 euro l'arceau, 1500 euros. Donc voilà, ça va quand même très très vite. Du coup, vous pensez à d'autres investissements, les gars? Moi, je pense surtout là, à la salle de lavage. Moi, je vais refaire une vraie salle de lavage digne de ce nom. Avec une dalle béton, des inox et tout ça. Et puis bien organisé, quoi. Et c'est vrai que la masterclass, du coup, là, ça m'a aidé, je trouve, à faire une belle salle. Ouais, mais nous, on l'a refait aussi à la salle. J'en ai eu 2 salles de lavage. Alors aussi, on l'a déplacé parce qu'on la voulait centrale à la ferme. Elle n'était pas très bien placée. Et puis pour l'organisation, on l'a refait. Je trouve que c'est important. Ouais. Et tu as parlé de l'étang, mais nous aussi, on a eu un gros investissement pour l'irrigation. Et oui, on n'a pas parlé de l'irrigation. Sous-estimé l'irrigation, mais nous, on a fait un bassin plus un forage pour accéder à l'eau. Nous aussi. Et puis après, il faut penser à tous les tuyaux, quoi. Et puis tu les enterres en plus. Et nous, on a eu des coûts cachés parce que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et c'est vrai que c'est quand même bien de faire passer quelqu'un pro, quoi, pour dimensionner tout ça. Parce que dimensionner son réseau d'irrigation, c'est quand même pas simple. Surtout qu'ils le font. Oui, ils le font. Moi, je me souviens, c'était première année de production, il y avait des tranchées partout. L'irrigation, c'est un sacré morceau quand même. C'est un gros budget et il faut pas se planter parce que plus que tu as intérêt, si c'est pas le bon diamètre, tu peux recommencer. Est-ce que vous pensez à d'autres investissements? Par contre, revenir sur l'arrosage, je sais pas si c'est comme ça, mais moi je me suis aperçu que la micro-aspersion, moi j'ai beaucoup de vent. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc je suis repassé au sprinkler pour beaucoup de choses et j'ai une meilleure. Puis ce qui est bien avec les sprinklers, c'est que ça mouille beaucoup en peu de temps. Et donc du coup, tu as moins de maladies aussi. La micro-aspersion, c'est bien dans les tunnels, pour les semi-directs. Mais oui, c'est sûr que le vent, c'est. Oui, mais nous c'est pareil. En fait, on a les 3. On a le goutte à goutte, la micro-aspersion et l'aspersion. On fait pas mal d'aspersion. Ok. On n'a pas parlé on a parlé beaucoup de modèles économiques. On n'a pas beaucoup parlé de légumes. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme nombre de légumes, comme type de légumes? Moi, toi, tu fais des pois chiches, tu m'as dit. À peu près 40-50 légumes sur l'année. Par contre, une centaine de variétés, mais je tends à diminuer. Et puis, moi, j'arrête la tomate. Non. Je la fais, je fais juste de la tomate cerise. Non, c'est pas mon credo. Le fait de travailler avec le chef, je vends pas. Puis en expédition, c'est pas la peine la tomate. C'est beau ce que tu dis. Que pour les locales, et je me suis aperçu que ça m'a pris énormément de temps. Ça me prend beaucoup de temps et j'ai perdu mon gros client de tomates aussi. C'était un magasin. J'avais un magasin avant que je n'ai plus. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en laissant mes tomates l'année dernière, j'en ai eu autant, même sans m'occuper, qu'en fin de compte, ça me prenait énormément de temps. Et pour moi, du coup, j'ai plus de rentabilité à faire des fenouilles, des betteraves, des choses comme ça, sur mon système en tout cas. Donc j'ai diminué. Je fais plus de tomates. Par contre, c'est magnifique, ça veut dire que tout est possible, quoi. Parce que tu dis ça.
Ouais, des gens, voilà, ils vont me prendre pour un fou. Moi, Ouais. je te prends pour un fou là. Ouais, mais pourtant, dans mon Mais système, moi, ça me prend une journée je par suis plus- semaine, je la suis- tomate. Ouais, mais là, moi, je suis plus rentable à planter sur la même planche. Moi, je plante à peu près, je crois que c'est 800 fenouilles sur une planche de 20 mètres. Hmm. Donc 800 fenouilles à un certain prix, automatiquement, elle est beaucoup plus rentable. Ouais, nous, la Que la tomate, tomate. ça doit être bien un bon quart, voire un bon quart de notre chiffre C'est vrai que c'est d'affaires. lié au débouché quand même. Oui, ça vient de toucher. Hein, Ouais, nous, sur les marchés, on ne peut pas se passer de Ah bah, tomates. non. Demain, je repasse au particulier, je Ouais. fais de la tomate. Ok, très Mais cool. nous, Donc c'est- 100 variétés, ouais, c'est ok. Bah, Et toi, c'est ça, c'est à peu près pareil. Moi aussi, hein, c'est marrant. 40 quelques, ça dépend des années, 42, 43 Ouais, légumes je- et pas- une centaine de variétés. Mais je crois que ça, c'est vraiment spécifique aux micro-fermes bio-intensifs. Cette grosse diversité, moi, elle me paraît super importante. Après, il faut quand même faire attention quand tu démarres à pas trop se disperser parce que, Ouais. comme on a dit, c'est un métier compliqué donc faut pas faire tous les légumes d'un coup. Mais c'est vrai que nous, on rajoute à peu près 2-3 légumes par an. Commencer avec une trentaine déjà. Ouais, moi, je La Ouais, première c'est année, déjà énorme. je pense que c'est Même bien. 20, même 20. Ouais, ouais. Et Mais ça, bon, après, déjà. à vous de voir. Mais... moi, j'ai commencé avec 55. Et j'ai diminué un petit peu. Moi, c'est pareil. Moi, je préfère conseiller à vous. Faire... C'est quoi les légumes les plus bizarres, les plus originaux que vous faites? Bah, non, je crois qu'on fait la même. Là, laitue asperge. Ouais, la Mais laitue ça, c'est asperge. vraiment que pour les restos. Ouais, les restes comme ça, ouais. Puis le pois chiche. Moi, j'ai réussi à en vendre au marché de ça. Mm. Mais pas beaucoup, hein, mais quand même. Un petit peu. Moi, le plus original, Pois chiche, ouais. C'est marrant ça. le plus En frais. original, je crois que c'est que je fais pas de pommes de terre. Ouais, moi je fais que de la nouvelle, de la Et primaire. ça, c'est vrai que les maraîchers ils sont pas habitués à pas faire de la pomme de terre. Je l'ai fait pour moi. Mais c'est vrai que, T'aimes bien par exemple, manger c'est pas un les légume qui est adapté à ma ferme et j'en fais pas. Bien sûr que La oui. pomme de on est terre. Mais d'accord. non, après, moi, j'ai pas de légumes originaux en soi. Je fais vraiment. Ouais. J'ai rien de vraiment spécifique. Ouais. Nous on fait du gingembre frais, c'est quelque chose qui commence à se développer en France. On a du mal à trouver des bons plants, mais c'est une super culture, ça plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait de marrant cette année? Là on va faire du piment d'Espelette, ou un truc comme ça, un peu rigolo. Ok, super. Donc Jean-Michel, Sylvain, on conclut, on a fini, je pense que ça fait pas mal de longueur de vidéo déjà. Toi la Vers de Terre Production quoi. C'est bon. Non, bah, je pense que on est tous d'accord que les micro-fermes et la méthode du bio-intensif, c'est l'avenir. Ouais, voilà, et puis qu'il y a plein de gens qui peuvent se lancer, il faut juste bien se former, Ouais. bien être au courant, et je pense qu'avec cette vidéo, vous aurez peut-être un peu plus de choses pour vous lancer, quoi. Ouais. Puis c'est vraiment cool d'avoir un modèle au départ. Ouais, Même si on veut en sortir un jour, je trouve qu'au départ, d'avoir un guide comme ça, parce que c'est tellement compliqué, et c'est vrai, tu l'as dit plusieurs fois, c'est vaste comme métier. Ouais. Déjà, si tu as une trame, c'est déjà un gros point au départ. super, bah merci beaucoup à vous deux, à très bientôt sur vos fermes, Merci. et Nickel. salut les amis.